Bonsoir chers amis artésiens, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est le mouvement étudiant de la Gen Z en Serbie, mobilisé depuis 1 an, et l'accident mortel de la gare de Novi Sad qui avait fait 16 morts. Les manifestants pro-démocratie ont réclamé ce week-end des élections anticipées et dénoncé une corruption qu'ils jugent endémique. We are fighting for democracy, we are fighting for human rights, we are fighting for the new system. So what's wrong? It's systematical corruption. Mislim da su studenti napravili jedno stvarno buđenje ljudi i ovaj marš koji se događa, mislim da je nešto jako veliko. En jeu, l'avenir de la Serbie, 6,5 millions d'habitants, des réserves de lithium dans son sous-sol qui suscitent toutes les convoitises. Un petit pays en somme verrouillé par un régime illibéral, ami de Moscou, mais fournissant l'Ukraine en munitions. La Serbie est-elle sur le point de basculer? Nous en débattrons avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et on part... Eh oui, dans les catacombes, Elisabeth, les catacombes de Paris qui ferment aujourd'hui. Et pour 6 mois, des travaux de rénovation, une nouvelle scénographie, une histoire donc avec que d'eau. Bien sûr, Xavier. Et vous, Marie? Moi, ce soir, je vais me permettre de fouiller dans les téléphones portables, dans les conversations WhatsApp, SMS entre parents et enfants qui sont souvent des dialogues de sourds, faute d'émojis communs. Vous en avez un beau sur votre pull. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer, nous recevons un géant de la photo mondiale. Mais oui, le Britannique Martin Parr, photodocumentariste qui épingle depuis plus de 40 ans les us et coutumes absolument désopilants de ses congénères. Un artiste particulièrement pince sans rire et haut en couleur. Nous le recevons en exclusivité à la télévision française. S'il vous plaît, please. Martin Parr, Bloody Martin Parr. Quelle joie, quel honneur de vous recevoir, Martin Parr. Je répète, je vous présente Fanny Veil et Benjamin Sportouche. On est heureux de vous avoir avec nous à l'occasion de la parution de ce livre complètement fou furieux, complètement paresseux et étourdi qui paraît chez Michel Lafon. Martin Parr, quand vous voyez cette tasse de thé, est-ce que vous pensez à Alice au pays des merveilles, à la royauté anglaise? C'est une photo iconique, d'ailleurs, vous l'avez faite. Ça vous fait penser à quoi, cette tasse? Je ne veux pas parler sur la façon dont les Français font du thé, c'est désastreux. Ils mettent une tasse comme celle-là sur la table, avec un petit sachet de thé, et ils mettent de l'eau tiède dessus. Et ça n'a pas très bon goût. Moi, je devrais faire venir mes propres sachets de thé en France et ma propre bouilloire et la brancher au café où j'essaye d'avoir un thé dans l'après-midi. Voilà, ça c'est la tasse de thé parfaite, avec la bonne couleur. Bleu, le edgeware, vous voyez, c'est pas suffisant en soi-même. Très bien. Je vais faire des efforts. En attendant, on va évoquer avec vous un demi-siècle de photos, vos photos, après votre profil idéal réalisé par Gaël Legrain. Martin Parr, comment être considéré comme un élève complètement paresseux et étourdi lorsqu'on a 14 ans et mener une carrière professionnelle pas si calamiteuse que ça finalement? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né à Epsom en 1952, vous apprenez à cadrer et à développer des photos grâce à votre grand-père Georges. Vous êtes alors fasciné par la magie de la chambre noire quand l'image apparaît peu à peu. Adolescent, vous adorez les Monty Python, mais aussi l'émission That Was the Week That Was, dans laquelle officie Tom Lehrer, un auteur de chansons satiriques et qui interprétait notamment cette ode au printemps. All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Au cœur des années 80, avec The Last Resort, vous portraitisez des familles de la classe ouvrière dans une station balnéaire un peu miteuse. Lorsque je capture des détails qui peuvent faire sourire, je fais juste preuve d'espièglerie. Dans The Cost of Living, vous vous consacrez à la classe moyenne, puis avec Sign of the Times, vous vous intéressez à la déco et aux détails qui tuent des maisons britanniques. L'humour, c'est indispensable, et si les Anglais n'avaient pas cela, ils deviendraient complètement fous. La dimension politique de votre travail est toujours implicite. D'autres séries se penchent sur les riches, le tourisme de masse ou encore la junk food. I'm trying to illustrate the contradictions of modern life through my photography.
You know, it's my chance to sort of try and explain how I'm related to the world out here. Votre livre retrace ce parcours au cours duquel vous avez documenté différentes époques et porté votre regard critique sur la société. À l'occasion de la parution de cette autobiographie, vous ajoutez « Si vous regardez autour de vous, c'est très drôle. Je le souligne simplement dans mes photos. » Martine. Très joli, merci. Je vous en prie, vous le méritez. Dites donc, Martine Parr, on se dit que si les Anglais n'avaient pas d'humour, ça deviendrait des Français. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je crois que les Français ont aussi de l'humour, parce qu'une des raisons pour laquelle je suis populaire en France, c'est parce que vraiment, je me moque un peu des Anglais. C'est la raison principale pour laquelle ils aiment mon travail, ils l'apprécient. Et c'est drôle, je suis probablement plus apprécié ici que je ne le suis au Royaume-Uni. Alors, mais je ne parle pas français, je devrais vraiment venir ici. Hein. Et avec le Brexit, on ne peut pas le faire. On hait ça, le Brexit. Demander l'asile poétique en France. Alors, on lit la préface de Wendy Jones, qui a collaboré à ce livre de photos, et elle dit « Martine Parr, il y a quelque chose de ringard chez lui. Elle est sympa, votre biographe, dites donc. » Obsolete. I don't know. Does it say that? Elle dit ça? Oui, c'est dans les premières pages. Il faut que je regarde ça dans le bouquin. Absolument. Qu'est-ce que je fais ici alors? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit finir l'interview ici? Elle se moque tendrement de vous. Au fond, vous avez toujours considéré que vous étiez un Anglais parmi les autres, Monsieur Tout le Monde. Et c'est ce qui a affûté votre regard, c'est ça? Sur la société britannique notamment. Mon enfance n'était pas extraordinaire. Mes parents étaient des ornithologues amateurs, partaient tous les samedis à Hershey et on mettait on baguait les petits oiseaux. Il y avait des tas d'immondices là-bas. C'est de la merde, hein, c'était ça. Et c'était bon pour faire pousser les tomates, mais les tomates restaient toujours vertes. Et donc ma mère faisait du chutney de tomates vertes, mais elle faisait très très attention à ces tomates. C'est pas la réponse que vous attendiez de moi. Et on a la photo qui est page 49 dans votre livre des Anglais qui regardent avec leurs jumelles et qui font du bird watching. Oui. Benjamin. Et justement, Martine Parr, certains disent que vos photos sont moqueuses. Et vous vous dites non, moi j'aime les gens, donc c'est pour ça que je les photographie tels qu'ils sont. C'est vrai, les gens sont dingues, ils me font rigoler. J'aime bien parler aux gens. J'ai commencé à faire des films en raison des dialogues que j'avais avec les gens que je rencontrais pendant mes shootings. Et c'était très très drôle de capturer ces réponses. C'est très important pour moi. Vous savez, les photographes documentaristes doivent aimer les gens. Je crois que tous ces gens-là sont des gens de gauche, les photographes qui font de la photographie de gens. Et moi, je ne suis pas de droite. Hein. Martine Parr, on va regarder une photo. Elle est page 27 dans votre ouvrage. C'est une photo qui a été prise en 1957 au Nouveau-Mexique par Gary Winogrand, un immense photographe américain. Et cette photo est une de vos préférées, peut-être avec celle de Robert Frank. Pourquoi? Elle est très angoissante. J'ai 2 ou 3 héros dans ma vie de photographe. Gary Winogrand, il était capable d'organiser le chaos dans la rue de façon absolument unique. Et Jones était un photographe très brillant qui est mort très jeune malheureusement, mais dans les années 60, il a photographié l'Angleterre. Et Robert Frank, les Américains, c'est peut-être le meilleur photographe qui a jamais été publié. Il n'y a pas une seule photo qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui est extraordinaire. On va évoquer avec vous et avec Fanny l'histoire incroyable d'un jeune photographe français. Il a 13 ans, mais il a été célébré par les Anglais. Fanny va vous en dire plus. Il s'appelle Lubin Gaudin. Exactement. Regardez cette photo. Un bouquetin perché dans la brume matinale sur ces rochers des Alpes. C'est avec ce cliché intitulé Corne de brume que Lubin Gaudin donc a remporté mi-octobre le concours Wildlife Photographer of the Year, catégorie 11-14 ans. Concours organisé par la BBC Wildlife et le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. À 13 ans, Lubin est absolument passionné de photographie animalière. Il a eu son premier appareil photo à 8 ans et aujourd'hui, il part randonner régulièrement avec sa mère, jusqu'à 6 fois parfois par semaine pendant les vacances, près de chez lui en Haute-Savoie, à Taninges. Ensemble, ils se cachent sous une bâche, ils patientent parfois des heures à l'affût d'un animal à immortaliser, à photographier. Je le vois heureux, tellement épanoui, lui qui a toujours été un enfant un peu à part, dit sa mère dans les colonnes du journal Le Monde. Est-ce que vous aussi, Martine Parr, vous étiez un enfant un peu à part? Non, mais j'aime bien le travail de Lubin. Mais en le regardant,
C'est un type de photographie totalement différent de ce que je fais. Moi, je suis dans la tribu des documentaires et lui dans la photo animalière. C'est pour ça que je n'avais jamais entendu parler de lui avant. Il faut comprendre cette différence. En même temps, il n'a que 13 ans, c'est un tout jeune homme. Martine Parr, est-ce qu'on peut regarder cette photo célébrissime, Benidorm? Elle est page 183 dans le livre. Elle est extraordinaire de couleurs. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle dit sur les plages, les loisirs populaires? Ça, c'est en Espagne, ça n'est pas sur les plages anglaises. Mais qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Qu'est-ce qu'elle représente, cette photo? En 1995, je me suis acheté un flash circulaire et un objectif macro. Donc il y a beaucoup de saturation des couleurs parce qu'on est très très près. Je suis allé à Benidorm pour explorer ce qu'il était possible de photographier sur la plage. Et ça, c'est des photos qui sont devenues célèbres. Je n'ai pris qu'une seule photo de cette dame. Je pense qu'elle dormait. Oui, elle l'était d'ailleurs. Et beaucoup de gens ont dit « Ah, c'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère ». Donc moi, j'ai toute une liste de gens qui pensent que c'est leur grand-maman. Et quand je leur demande où ça a été pris, ils disent « Je ne sais pas ». Et un a dit « Benidorm ». Parce que maintenant, tout le monde le sait, c'est à Benidorm. Donc maintenant, si quelqu'un me dit que c'est pris à Benidorm, eh bien, il aura un tirage gratos. Oh, incroyable, vous avez entendu? Martine Parr, la Corée du Nord, vous dites que c'est l'expérience la plus impressionnante de votre vie. On va voir une des photos que vous avez prises là-bas. Pourquoi, pour vous, ce fut si fondateur? Fantastique. Je voulais toujours aller en Corée du Nord. C'était une de mes grandes ambitions. Et finalement, j'y suis arrivé, j'y suis allé. Et de façon surprenante, ils n'ont pas regardé ce que j'ai photographié, bien que vous ne soyez pas autorisé à sortir de l'hôtel sans guide. Et c'était comme rentrer sur un plateau de film. Tout était irréel. Et puis on nous emmenait là où les touristes avaient le droit d'aller. On n'a pas eu le droit d'aller voir les hôpitaux, les écoles, les fermes, des choses comme ça, non. Donc j'étais très heureux d'avoir l'occasion d'avoir quelques moments dans la rue. Et c'est là que j'ai pris cette photo. Et j'étais aussi pour les jeux. Et c'est des choses que... avec des centaines de milliers de gens qui agitent leurs petits drapeaux. Et ça, j'étais très très heureux de pouvoir photographier ça. Martin Parr, votre fonds photographique, je crois, contient 48 000 photos. Ça fait un demi-siècle que vous faites de la photographie. Vous êtes né en 52, vous êtes un gamin facétieux. Mais en même temps, quand je vous regarde, je pense à Groucho Marx qui disait « Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Est-ce que vous vous dites la même chose? J'ai pris toutes ces photos et ils sont sur le site de Magnum. Et comme vous l'avez dit, il y a 46 000 toutes notées. Moi, j'aime bien photographier. Eh bien, je le fais jour après jour, même maintenant que je deviens vieux et j'ai le cancer. Eh bien, je sors toujours photographier. Je crois que cette année, j'ai pris plus de photos que j'en ai jamais faites auparavant. Je sais que le temps m'est compté et donc je fais le mieux du temps qui me reste. Cet humour anglais est irrésistible et assez désarmant. Vous aurez Martine Parr, vous avez une exposition au Jeu de Paume à partir du mois de janvier prochain, Jeu de Paume, musée du Jeu de Paume à Paris, dont le titre est Global Warning. On ne peut pas s'empêcher de penser à Global Warming, le réchauffement climatique. C'est un jeu de mots. Vous êtes un écologiste, comme pas mal d'Anglais, parce que vous êtes d'une famille de bird watchers, d'ornithologues. Ça vous tient à cœur, la cause? Et puis pour vos descendants? Oui, on a la chance dans cette exposition de montrer une grande partie de mon travail politique. Le curateur du musée a choisi ces photos. Ça sera plus difficile que les choses précédentes. De montrer la politique de mon travail était toujours là, mais un peu cachée. Et donc, je vais partager ça avec le public parisien. Et pas seulement parisien, Martine Parr, de toute la France. Ils viendront voir votre exposition Global Warning. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de 28 minutes, complètement paresseux et étourdi. C'est mieux en anglais. Say again in English? Utterly lazy and inattentive. Voilà, Martine Parr par lui-même. Merci infiniment.
Et merci à votre interprète parfait, Michel Zlotowski. On passe à notre débat sur les manifestations pro-démocratie qui ont eu lieu en Serbie. Des dizaines de milliers de personnes ont protesté ce week-end contre leur gouvernement jugé illibéral et en mémoire des 16 victimes de la catastrophe de Novi Sad. La Serbie, dont le sous-sol est gorgé de lithium, ce qui déchaîne les convoitises, est-elle à la croisée des chemins entre adhésion à l'Union européenne et bascule irrémédiable vers la Russie? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une foule immense s'est recueillie samedi à Novi Sad, dans le nord de la Serbie. 16 minutes de silence ont été observées. Un hommage aux 16 victimes de l'effondrement d'une partie de la gare de la ville il y a un an. Ces personnes ne sont pas mortes par accident. C'est la conséquence d'un système politique corrompu. L'effondrement de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad, qui venait juste d'être rénovée, est devenu le symbole de la corruption qui gangrénerait les chantiers publics à travers la Serbie. Depuis un an, des manifestations se multiplient, notamment sous l'impulsion des étudiants qui demandent des comptes au président nationaliste Aleksandar Vučić. Face aux protestations, le président Vučić, ex-ministre de l'information de l'ancien président yougoslave Slobodan Milosevic, a tenté d'étouffer la contestation. Pression sur les journalistes et arrestation de manifestants. L'été dernier, la répression policière s'est durcie après plusieurs jours de heurts entre ses partisans et des manifestants qualifiés de terroristes. Pourquoi ai-je dit qu'il s'agit d'un acte terroriste? Parce qu'une arme à feu a été utilisée. Le but était de provoquer un danger général. Aleksandar Vučić dit regretter ses propos. Au pouvoir depuis 2014, sent-il le vent tourner? Il n'écarte plus la possibilité de convoquer des élections anticipées, comme le réclament les manifestants. Alors le président serbe, qui enfin stratège, a toujours su jouer les équilibristes, entretenant de bonnes relations avec Bruxelles et Moscou, est-il ce soir en difficulté? Coincé entre la Russie et l'Europe, la Serbie demeure-t-elle un élément de stabilité ou au contraire, peut-elle déstabiliser les Balkans? Nos trois invités pour traiter de ce sujet. Danica Djeric, bonsoir. Vous êtes concerné au premier chef puisque vous êtes serbe, membre du collectif Paris 1152 qui fait référence à l'heure de l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad. Et selon vous, il y a des similitudes entre ce qui se passe en Serbie et ailleurs dans le monde, notamment avec la Gen Z à Madagascar ou au Maroc, des jeunes qui se soulèvent pour défendre la démocratie, la justice et la lutte contre la corruption. À côté de vous, Jean-Arnaud de Reims, bonsoir, historien, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Votre dernier essai, Les Balkans en 100 questions, aux éditions Talendier. Selon vous, la Serbie est le seul pays candidat à l'Union européenne qui ne s'aligne pas sur la politique étrangère de Bruxelles. Pour le président Vučić, la politique ne repose pas sur des rapports de force idéologiques, mais sur des transactions. Ça nous rappelle un certain Donald Trump avec une vision transactionnelle des choses. Et à côté de vous, Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Montaigne. Bonsoir. Spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale. Selon vous, le pouvoir en place n'est pas une dictature type Milosevic, mais un régime illibéral. La Serbie est un pays enclavé qui a besoin d'une intégration forte avec l'Union européenne. Et on démarre, Benjamin, avec l'image du jour. Oui, c'est celle de Diana Erka, la mère d'une victime de l'effondrement donc de la gare de Novi Sad, hier à l'occasion d'une cérémonie d'hommage aux victimes, avec dans sa main des photos de son fils et un t-shirt barré de cette phrase « Une mère contre la machinerie », sous-entendu un État corrompu, un système corrompu. Diana Erka veut connaître l'enchaînement des responsabilités qui ont conduit à la mort de son fils. Elle a d'ailleurs entrepris une grève de la faim. Jean-Arnaud Desreims, la corruption, c'est vraiment le fléau qui gangrène aujourd'hui la Serbie. Bien sûr, mais alors quand on parle de corruption, on ne parle pas de quelque chose qui serait extérieur à l'État, qui serait le fait d'éléments déviants, de mauvais policiers ou de mauvais juges. On parle de quelque chose de structurel, c'est-à-dire un système de corruption qui part, qui revient, qui remonte au sommet de l'État, concrètement autour de la personne du président Vučić, qui depuis 13 ans qu'il est au pouvoir, enfin il arrive en 2012, 2014, il est Premier ministre, peu importe la chronologie exacte, on est à peu près sur une douzaine d'années, qui a construit un système de contrôle total de privatisation du pays, de privatisation de l'État. À son profit ? À son profit, à celui de sa famille, de son frère notamment, qui est très présent dans beaucoup d'activités économico-criminelles, on va dire, pour résumer les choses. C'est donc ce système-là très particulier, très personnalisé, très centralisé, qui fait que
cette tragédie, somme toute presque banale, l'effondrement d'un auvent en béton, il y a bien sûr des responsabilités, et c'est une tragédie puisqu'il y a eu 16 morts. Mais a priori, on devrait pouvoir savoir qui est responsable, qui n'a pas fait son boulot. Mais c'est impossible parce que tout remonte directement jusqu'à la personne du président. Danica Djeric, on a vu des symboles, on a vu des mains rouges qui signifiaient au gouvernement et au chef d'État, vous avez du sang sur les mains, mais il y a aussi un symbole que vous portez autour du cou, cette pompe. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire dans cette lutte pour la démocratie des jeunes gens, vous incarnez? Oui, alors ça veut dire Pompai. Pompai, ça veut dire pompe, pomper en serbe. C'est devenu le slogan des manifestations depuis le début. Ça s'est un peu propagé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et ça veut dire pomper jusqu'au bout, jusqu'à la liberté, le temps qu'il faudra. C'est ça, exactement, le temps qu'il faudra. Et c'est quelque chose qu'on scande beaucoup maintenant dans les manifestations, dans tous les rassemblements. Et on demande aussi souvent aux gens, est-ce que dans les pompes, ça veut dire est-ce que vous pompez, ça veut dire est-ce que vous êtes avec nous dans cette lutte. Alors, qui sont ces manifestants, Cyril Brett, justement? Est-ce que c'est principalement des étudiants, on l'entendait, ou ça va au-delà? Il y a aussi la ruralité, c'est pas uniquement un mouvement citadin et jeune, c'est au-delà de ça? Oui, c'est la particularité de ce mouvement. Il a réussi à s'étendre, à sortir, en fait, à se désenclaver de Belgrade, des mouvements, voilà, des jeunes diplômés ou qui vont devenir diplômés. Plein d'initiatives ont été prises à travers le pays pour aller beaucoup plus loin que les universités de Belgrade et de Novi Sad. C'est un mode de mobilisation qu'on a pu voir effectivement dans d'autres pays, mais qui a cette particularité que pour éviter une répression trop forte, l'administration Vučić est quand même familière de la stigmatisation et de la violence envers ses opposants, a refusé de s'incarner parce que l'incarnation... Il n'y a pas de leader, quoi. Exactement. En tout cas, il y en a évidemment, mais qui ne se sont pas signalés, qui ne se sont pas sortis du lot pour éviter justement la stigmatisation, les attaques de dénigrement dont les services ou les médias qui sont très proches d'Aleksandar Vučić sont familiers. Il y avait bien eu d'autres manifestations très importantes contre une tuerie dans des écoles primaires en 23. Et apparemment, ce mouvement a tiré les leçons des vulnérabilités des précédentes protestations pour rester encore sous les lignes de la police. Danica Djeric, en fait, si on comprend bien, ça s'organise autour d'assemblées, ça s'appelle les plénums, les zborovi, des assemblées autogérées. C'est un peu ce qu'on a vécu ici en France en mai 68. Est-ce que la comparaison est faite là-bas? Est-ce que ça a pu inspirer cela? Alors, il y a plusieurs choses, les plénums et les zborovi, qui ne sont pas exactement la même chose. Les plénums, c'est vraiment ce mécanisme qu'utilisent les étudiants depuis le début, en tout cas, du blocus des universités qui a commencé le 22 novembre, donc un peu après l'effondrement de... Presque un an. Oui, c'est ça, presque un an. Et donc, plus de 60 universités sur 80 dans le pays sont entrées en blocus. C'est un mécanisme de démocratie directe, donc en fait ça permet aux étudiants de se rassembler dans des grosses assemblées générales où ils débattent de tous les sujets, prennent des décisions, votent. Il y a des équipes de modération qui tournent toujours aussi, donc il y a vraiment, même dans ces équipes-là, il n'y a pas de leader, de personnes qui seraient... ce qu'évoquait Cyril Voilà, Brett. exactement. Et donc c'est ce système de fonctionnement-là qu'ils ont choisi, qui a évolué aussi au cours de cette année. Donc il n'y avait pas... Enfin, le plénum, ça existait déjà avant, mais les règles se sont un peu faites au cours du temps. Et les zborovi, c'est quelque chose qui existe en fait dans la constitution serbe. C'est des sortes d'assemblées, locales, voilà, exactement. Des conventions un peu citoyennes. Oui, des assemblées au niveau plutôt commune, mais dont les gens se sont emparés maintenant, la population, après l'appel des étudiants de le faire aussi, pour s'auto-organiser, pour se relayer, pour soutenir le mouvement, et qui est aujourd'hui aussi un mécanisme de lutte. Alors ce mouvement est soutenu par quelques célébrités, à part vous. On va parler d'un certain Djokovic avec vous, Fanny. Oui, l'ex-numéro 1 mondial de tennis, star absolue en Serbie. Et il y a quelques mois encore, fierté du pouvoir serbe. Désormais, Djoko soutient ouvertement les étudiants sur les réseaux sociaux, mais aussi en conférence de presse. Cette situation montre à quel point notre société est en échec, et c'est pour ça que je soutiendrai toujours les jeunes et les étudiants. Lors de l'Open d'Australie, Djokovic a même rendu hommage à une étudiante qui avait été percutée à Belgrade lors d'une manifestation par une voiture. Il a écrit son nom sur la caméra, il a écrit « Pour Sonia ». Le joueur de tennis n'a pas non plus hésité à se montrer habillé d'un sweatshirt sur lequel il était écrit « Les étudiants sont des champions ».
Résultat, le héros national Djoko est devenu aujourd'hui la cible numéro 1 des médias pro-Vučić. C'est un faux patriote, accuse le tabloïd Informer qui titre comme ceci « Djokovic, la honte, Novak soutient la violence ». En avril dernier, alors que le président lisait des lettres de soutien en direct à la télévision, eh bien, il a censuré le nom de Djokovic de la lettre d'un enfant de 8 ans qui est fan du tennisman. Il l'a remplacé par Nikola Jokic, star de basket dont il est proche. Jean-Arnaud Derens, est-ce que Novak Djokovic est devenu l'ennemi à abattre pour le pouvoir serbe ? Disons, le régime de Vučić fonctionne sur le mode qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc toute personne qui critique ce régime est aussitôt, bien évidemment, un ennemi du peuple. Bon, voilà, c'est la logique de ce régime. Après, je pense que oui, Novak Djokovic est une image de marque internationale. En Serbie, bien sûr, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire. Mais enfin, je pense que c'est pas forcément lui qu'on va attendre pour faire un commentaire politique. Je pense que c'est très important, bien sûr, notamment pour l'image internationale du mouvement. Ça reste malgré tout un petit peu anecdotique. Pour le coup, hier soir, un basketteur, comment s'appelle-t-il, Vlade Stimac, a été arrêté par la police. Lui, c'est quelqu'un qui est dans les manifestations. Un basketteur très connu apparemment, mais qui lui est tous les jours dans les manifestations, beaucoup plus que Novak Djokovic. Cyril Brett, quelles sont les revendications exactes des étudiants aujourd'hui ? D'abord des élections législatives, où ils sont prêts à un compromis avec le pouvoir actuel, ou pas du tout ? Les revendications sont beaucoup plus des revendications de lutte contre la corruption, d'amélioration de la bonne gouvernance, de lutte pour les droits civiques, avoir des médias indépendants, avoir une répression policière qui soit dans les limites ordinaires du contrôle de la force dans une démocratie. Tout ce qu'on peut rassembler sous le nom bonne gouvernance, qui est en fait la condition de possibilité pour qu'un État se dise une démocratie. Voilà la première revendication. Donc ce n'est pas possible avec ce pouvoir en place. C'est ça qui est considéré ou les négociations sont possibles ? C'est quand même pas une revendication qui est formulée comme telle. La revendication qui fait consensus est effectivement celle d'élections anticipées. Ça, c'est la base sur laquelle tout le monde se retrouve. Ça, c'est, je crois, le point le plus important. Ce qu'Alexander Vučić ne veut pas. Ce qu'il cherche, c'est gagner du temps depuis le départ. Et il va certainement continuer à essayer de le faire. C'est votre revendication principale, législative anticipée ? Oui, en fait, sans cette revendication-là, aucune des autres revendications, parce que les étudiants avaient d'abord 4 revendications principales, auxquelles sont ajoutées 2 autres, dont par exemple la publication de tous les documents liés à la reconstruction de cet auvent. On sait très bien que on sait très bien que toutes ces revendications-là ne peuvent pas en fait être satisfaites quand on n'est pas dans un état de droit, et la Serbie n'est pas un état de droit. Donc le premier pas pour éventuellement le devenir, ça serait d'avoir des élections. Oui, il y a un point très important, notamment sur la création d'un fichier centralisé et vérifié, consolidé d'électeurs, en fait. Parce qu'avoir des élections anticipées, si on peut le fausser, et par les médias, et par des pratiques déloyales sur l'organisation des scrutins, n'avancera pas particulièrement. Et jusqu'à présent, il y a eu des pratiques déloyales, on a fait voter les morts. C'est récurrent dans les rapports internationaux sur le déroulement des élections. Pour le coup, dans tous les pays de la région, si vous voulez, grosso modo, à peu près dans tous les pays des Balkans, vous avez plus d'inscrits que d'habitants. Ce qui pose tout de même forcément un problème. Et là, moi, je suis toujours très surpris de constater que depuis 30 ans, toutes les élections dans tous les pays des Balkans sont surveillées, contrôlées par l'OSCE, mais cette tâche fondamentale, essentielle, d'avoir des listes électorales fiables, cet objectif n'a jamais pu être atteint. Organisation européenne de vérification des scrutins électoraux en Europe. Voilà. Les listes électorales sont partout, dans tous les pays de la région. Ajoutez à cela donc les intimidations à l'égard des journalistes. Alors justement, Reporters sans frontières évoque 89 journalistes agressés en Serbie depuis 1 an, depuis le début des manifestations. C'est énorme. Agresser, ça veut dire quoi ? Agresser physiquement, agresser à leur domicile, dans la rue, ça veut dire quoi ? Il y a une palette, il y a des cas, des cas d'agression directe. Oui, il y a des cas d'agression directe, tout à fait. Il y a des menaces, il y a des intimidations. Et puis il y a aussi tout un obscurantisme médiatique qui existe en Serbie. Mais il y a encore des médias indépendants, vous diriez, ou pas ? Ou tout soit sur les réseaux sociaux quand on veut chercher une information Il y a transparente. des médias indépendants, mais ce ne sont pas des médias publics. Il y a des médias privés, par exemple la chaîne de télévision N1,
Mais disons que la majorité des médias, la télévision nationale, elle est occupée. Et puis, il y a surtout les tabloïds pro-régime, où en fait, toute l'information c'est bien une condition pour obtenir des élections qui soient à peu près sincères. Parce que le régime de Vučić s'en est déjà tiré d'élections précédentes en 23. Il a réussi à limiter la casse, si j'ose dire, face à des protestations qui étaient aussi très importantes. Et donc, on voit bien que construire un État de droit, c'est pas seulement avoir des élections, mais c'est remplir d'autres conditions, comme on peut le voir dans d'autres pays tout à fait limitrophes, par exemple comme la Hongrie. Oui, alors la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exige un sursaut démocratique de la Serbie. Elle l'a dit aux côtés du président serbe. Écoutez. Mr. President, now is the moment for Serbia to get concrete about joining our union. My first point is that we need to see progress on the rule of law, the electoral framework and media freedom. Europe's commitment is not only in words, but also in deeds, real change on the ground. And we now look to Serbia to show the same commitment in deeds as well as in words. Jean-Arnaud Derain, ça peut avoir un impact, ce genre de sollicitation, de demande. La demande d'adhésion, elle date de 2009 à l'Union européenne et elle est effective depuis 2012 dans son processus. Oui, je crois que, d'une part, cette déclaration de Mme von der Leyen arrive extrêmement tard. Durant un an que dure ce mouvement, le plus assourdissant a été le silence des institutions européennes. Silence incompréhensible. Et comment vous l'expliquez ? Il y a quelque chose qui le justifie, qui l'explique ? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui l'expliquent et qui le justifient. Tout le monde sait très bien que la promesse de l'intégration européenne est un leurre. C'est un petit peu, vous savez, le bâton, la petite queue qui tourne autour du manège et que jamais les enfants n'arrivent à attraper. C'est ça en réalité. Et on essaie de faire tenir les sociétés des Balkans avec ce qui n'est plus depuis des années qu'un leurre, ce que tout le monde sait très très bien. Par contre, ce que veut la Commission européenne, c'est le maintien d'une stabilité de façade. Et puis il y a aussi des intérêts très importants. Je citerai trois choses. D'une part, pour l'Allemagne, il y a les réserves de lithium de la Serbie qui sont un point très important et le garant de la possibilité d'exploiter le lithium, c'est le régime d'Alexander Vučić. Pour la France, il y a la vente de ces avions Rafale, qui est même quelque chose d'un petit peu mystérieux parce qu'on ne voit pas très bien à quoi ils pourraient servir, ni comment la Serbie pourrait les payer. Et puis, plus fondamentalement, il y a ce jeu géopolitique, ce piège géopolitique, je dirais. La Serbie, on le sait, est théoriquement candidate à l'intégration européenne, mais entretient toujours de bonnes relations avec la Russie. Et c'est là-dessus, c'est cette carte que joue en permanence Vučić. Et au lieu de voir les Européens dire « Mais attendez, monsieur Vučić, à un moment, il faut être cohérent », au contraire, on lui sort en permanence le tapis rouge dans l'espoir, toujours déçu, qu'il ne dérivera pas trop du côté de M. Poutine. En réalité, c'est le carburant qu'utilise Vučić pour tenir la dragée haute aux Européens. Donc les déclarations de Mme von der Leyen, je m'en réjouis, mais je suis un petit peu sceptique sur leur impact. Vous avez évoqué lithium, le mot lithium. Alors, on va en parler avec vous, Fanny, puisque c'est la 3e réserve de lithium en Europe, sur le continent. Et oui, c'est en Serbie qu'il y a ce qu'on appelle un projet tout simplement de la plus grande mine d'Europe de lithium, effectivement. Elle est censée voir le jour en 2028, à l'ouest du pays, dans la vallée du Jadar. Le groupe anglo-australien Rio Tinto, qui l'exploitera, veut extraire sur ce site plus de 58 000 tonnes de carbonate de lithium chaque année. Pour l'Union européenne, ce métal est essentiel dans la perspective de sa transition verte. Il servirait à décarboner l'économie, à fabriquer les batteries de plus d'1 million de voitures électriques, soit 17% de la production européenne. Pour l'UE et particulièrement pour l'Allemagne et son industrie automobile, ce projet est donc d'une importance capitale. Pour les habitants de la région, en revanche, il est scandaleux. D'abord parce qu'il est polluant et il risque de contaminer l'eau. Ensuite, parce que pour installer cette usine, il faut détruire 22 villages qui sont construits sur le site et chasser donc les 20 000 habitants. Enfin, parce que ce projet est directement lié à la personne du président Vučić, que les habitants accusent d'être corrompus. Avec ce projet, la population serbe, est-ce qu'on peut dire, Cyril Brett, qu'elle est sacrifiée au profit de la transition verte de l'Union européenne et de l'électrification de l'industrie allemande ? En tout cas, c'est un des leviers qu'utilise l'administration Vučić pour peser sur l'Union européenne, sur l'Allemagne, sur la France dans une moindre mesure, même si elle aussi est lancée dans la course de géopolitique aux batteries, pour réduire les critiques. Ça a été très bien décrit, effectivement. C'est un tout petit pays, un peu plus de 6 millions d'habitants, c'est un tout petit PIB, 80 milliards d'euros, et c'est une maximisation de
grandes puissances qui la courtisent. On a oublié la Chine encore, évidemment, qui exploite aussi des mines dans le pays et qui a fait de la Serbie un partenaire de à peu près toutes ses initiatives économiques et diplomatiques. Donc, une maximisation. Pour revenir à votre question, effectivement, c'est une force un levier de pression du pouvoir serbe sur l'Union européenne, alors que par contraste, l'Union européenne utilise assez peu, depuis plus d'une décennie maintenant, les leviers qui sont à sa disposition pour obtenir des progrès réels. Imaginez, vous êtes un Serbe de base, ça fait plus de 10 ans que votre pays est engagé vers la voie européenne et vous avez des médias, une police qui ne répondent absolument pas, et encore évidemment un gouvernement qui ne répond pas absolument pas aux normes européennes. Danisa Djerisa, est-ce que ça fait monter le sentiment de scepticisme vis-à-vis de l'Europe dans la population, justement ? Parce que les sondages, quand même, sont assez surprenants. Hein. 64% des Serbes soutenaient le projet européen en 2020, et en 2025, c'est plus que 33%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, je pense qu'il y avait déjà une forte division dans la société par rapport à ce sujet. Actuellement, je pense que c'est plutôt une déception. Une désillusion voilà, de l'Union européenne. Et puis aussi une déception même de certains secteurs pro-européens, justement, par rapport à pas que, je dirais, cette histoire de lithium, mais aussi par rapport au silence assourdissant de l'Union européenne dont on a parlé avant, même si là, voilà, moi, la dernière résolution du Parlement européen est quand même un signe d'espoir, et j'aimerais aussi le souligner. Juste pour rajouter un mot sur ce point-là, bon, vous avez effectivement en Serbie des gens qui, pour différentes raisons, sont hostiles à l'Union européenne. Bon, ça, ces gens-là existent. Après, vous avez énormément de gens qui étaient tout à fait favorables, mais qui sont déçus. Ce que disait, enfin, ce qu'on dit tous, c'est les revendications des manifestants, des étudiants, c'est l'état de droit, c'est le cœur de métier, je dirais. Et ils regardent en particulier Emmanuel Macron là-dessus, qui a reçu le président serbe. Sauf que la Commission européenne soutient objectivement Aleksandar Vučić, notamment Emmanuel Macron, avec toujours cette illusion de l'entraîner dans son camp, dans ce jeu contre la Russie. Face à la Russie. L'histoire de la vente des Rafales est quand même absolument extraordinaire. Ce sont des avions très coûteux, dont on ne voit pas bien quelle utilité aurait la Serbie, puisque le pays, je le rappelle, militairement est neutre, donc n'a pas d'ennemis déclarés. 2 milliards, 3 milliards. 3 milliards, oui. 3 milliards. La vente de 12 avions dernier cri, et surtout des avions qui n'ont pas été livrés, qui n'ont pas été payés non plus. Donc c'est vraiment des avions de papier. Mais l'idée, c'était l'argument, les éléments de langage de l'Élysée, c'était de dire ça va ancrer la Serbie dans le camp occidental. 15 jours après, Aleksandar Vučić allait voir Lavrov. On a compris que ce n'est pas fait. Le ministre russe de la Défense. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur la Serbie. Continuez à pomper. Toujours. Toujours. On reste dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. Que d'eau, que d'os. Grands travaux contre l'humidité et les ravages du temps qui ont dévasté les catacombes de Paris. Puis on va évoquer les émojis utilisés n'importe comment par des parents, les vieux donc. Et ça fait rire les gamins, leurs enfants, ou pas tout à fait, toujours. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Doctolib, au cœur de l'actualité, avec un assistant médical basé sur l'IA et un PDG qui est pour la taxe Zuckman. C'est entendu. Ce n'est pas la première fois que Doctolib qui utilise régulièrement Doctolib. Il s'agit de Doctolib. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Docto pour docteur, lib pour libérer. Mais libérer qui? Petit 1, le patient de la galère des rendez-vous, et petit 2, le médecin du coup de fil à 7h du mat. À l'origine, une start-up lancée en 2013 par 4 trentenaires qui veulent simplifier d'un clic les agendas médicaux. À l'arrivée, 50 millions d'utilisateurs, 400 000 soignants abonnés, 348 millions de revenus annuels pour une appli devenue incontournable. Stanislas Niox-Château, le patron de Doctolib, vient d'annoncer le lancement d'un assistant médical boosté à l'intelligence artificielle. Objectif, lutter contre les fake news santé et mettre l'IA dans les mains des patients. Pas de diagnostic, pas d'ordonnance, mais une idée, éviter que les angoissés du web suivent des recettes miracles vues sur TikTok, du genre gousse d'ail dans les narines pour le rhume. Premier public visé, les jeunes parents. En France, il y a 14 rendez-vous médicaux obligatoires avant les 4 ans de l'enfant.
Covid, vaccination, téléconsultation, Doctolib, c'est pratique pour les villes, moins pour les campagnes. Dans le désert médical français, l'outil reste quasi inutile. L'appli soigne davantage les jeunes urbains branchés que les vieux provinciaux oubliés. 27% des 25-34 ans et seulement 5% des plus de 65 ans. En ces temps troublés, comme les patients, la psy cartonne avec 20% des consultations en visio. Gynéco et dermato restent à l'ancienne avec à peine 4%. Les frottis et les palpations passent mal, le stade de la webcam. L'assurance maladie, elle redoute lentement mais sûrement une privatisation du carnet de santé. À force de gérer les rendez-vous, les vaccins, les téléconsultations et maintenant les smart conseils, Doctolib prend des airs de tout en main et de ministères parallèles. Reste à savoir si demain on consultera encore son médecin ou seulement son appli. Merci Olivier Boucreux. Retour de Marie Bonisseau et de Xavier Mauduit pour des chroniques. Ça pétarade. Alors Xavier, depuis aujourd'hui et pendant 6 mois, c'est ça, les catacombes de Paris ont fermé. Travaux de rénovation, de restauration et installé une nouvelle scénographie. Que d'os, que d'eau. Alors, on va sous terre au 18e. Exactement, Elisabeth, parce qu'au mois de mai 1780, en plein cœur de Paris, les morts sortent de terre. Ah bon ? Ça se passe aux alentours du cimetière des Innocents, des Saints Innocents, c'est le quartier des Halles, si vous voulez. C'est un très vieux cimetière en plein cœur de la ville. Un cimetière en partie en élévation, comme ça se faisait au Moyen-Âge, vous voyez, avec charnier et danse macabre. Alors, l'histoire a retenu que c'est un certain monsieur Gravelot, c'est un habitant du quartier, qui a été le premier témoin de cette véritable horreur. Il s'en doutait déjà, il lui était arrivé des choses bizarres alors qu'il descendait dans sa cave. La flamme de sa chandelle s'éteint. Et puis là, c'est d'un tas de cadavres qui déboulent dans sa cave. Je fais assez bien, bref, vous l'avez compris. Il tombe sur un os. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait près d'un millénaire que les gens de Paris sont enterrés ici. On en enlève pour garder les os ailleurs et on en remet. Ça craque encore une fois. C'est bien le cadavre. Oui. Et vous savez, il faut quand même nuancer un peu l'idée de surprise parce que ça fait un moment qu'on commence à dire attention au cimetière des Innocents, ne serait-ce que par l'odeur nauséabonde. On est à un moment où on considère que les maladies se propagent à cause des mauvaises odeurs, des odeurs putrides. Donc le roi Louis XVI dit il faut évacuer ce cimetière. Où mettre tous ces ossements ? Ça tombe bien parce qu'en 1777, Louis XVI avait créé une inspection générale des carrières. Ces carrières, donc sous Paris, qui ont servi à construire la ville, mais on avait peur que ça s'effondre. Donc c'est formidable, on va pouvoir déplacer tout ça. Alors ça met du temps, plusieurs années, pour déplacer donc les ossements du cimetière des Innocents, d'autres cimetières parisiens, les morts de la Révolution aussi, et en écho aux antiques catacombes romaines, on a des catacombes à Paris. 6 millions de personnes, rendez-vous compte, les tas d'ossements. Et au début du 19e siècle, l'inspecteur général des carrières, parce que c'est lui qui s'occupe de ça, c'est le vicomte de Thury, se dit on va faire de la déco. Alors on commence à mettre les fémurs, les tibias, comme ça, on met des crânes, c'est joli. Il construit tout un parcours et il ajoute des petits messages. Arrête, ici commence l'empire de la mort. Et puis, pour la bonne société, c'est chouette d'aller aux catacombes. Vous voyez, ça se fait des frissons comme ça. Voilà, visiter les catacombes, c'est donc le nec plus ultra, le nécropole. Oh bon, alors, Marie, des jeunes internautes s'interrogent sur l'usage des emojis, par les vieux. Oui, voilà. On en rigole, on peut en pleurer. Pourquoi choisir ? On va tout mélanger ce soir parce que je vous emmène profond, au fond du fossé des générations dans les téléphones portables, donc de ces ados, de ces jeunes adultes qui sont nés après la généralisation des téléphones portables. Donc c'est leur 3e main. Ils ont ça comme ça. Or, quand ces gens qui sont en début de vie reçoivent des messages de leurs parents, qui, eux, n'ont pas toujours utilisé des petits messages écrits pour communiquer, c'est là que le malaise se forme, peut se former, notamment en cas de conversation triste, grave, sérieuse. Les parents ne savent pas mettre les formes dans leur SMS. C'est une certaine Eva, étoile, c'est son nom d'internaute, qui a lancé donc cette accusation grave avec un tweet viral, parce qu'il avait quand même été vu par 12 millions de gens. Je dois donner un contexte. Son papa, il a regardé les infos, il a entendu parler d'une agression sur la ligne C du RER. C'était mi-octobre, l'homme est depuis arrêté et en prison. Le papa d'Eva est inquiet parce que sa fille prend le RER. Donc il lui envoie ce message. « Coucou Eva, ça va ? Gros bisous, fais attention dans le RER. Il y a un violeur qui sévit. Bisous, emoji avec plein de cœurs. » Alors, pour le papa, ce bijou, cet emoji, ce bisou, c'est une marque d'affection.
pour sa fille. Sauf que pour sa fille, c'est interprété comme une marque un peu bizarre de légèreté, une incongruité en décalage avec la gravité du danger qui la menace dans le RER. Et c'est ainsi qu'à partir de ce partage, il y a des dizaines de gamins qui ont commencé à relayer à leur tour les messages jugés négligents qu'ils ont reçus de leurs parents. Par exemple, celui-ci, coucou cacahuète adorée, est-ce que ça va? Je viens te donner des nouvelles de mamie, ça ne va pas du tout, le docteur m'a appelé, je ne sais pas si elle va passer la nuit. Cling, petit clin d'œil. Voilà, alors, clin d'œil affectueux pour la personne qui envoie le message, plein de sous-entendus très bizarres pour l'enfant cacahuète qui reçoit ça. Je termine juste avec mon préféré. Alors, là, il n'y a ni emoji, ni phrase, hein, ça va aller très vite. Je travaille, tout va bien, mamie décédée. Voilà, non, c'est assez sec. C'est lapidaire? C'est lapidaire, exactement. On peut très bien comprendre ce qui s'est passé. En fait, la maman de ce Charlie a essayé de l'appeler. Charlie, comme tous les gens de son âge à peu près, déteste répondre au téléphone. Il ne décroche pas. Et donc, il a envoyé par écrit « Est-ce que tout va bien ?» pour obliger sa maman à lui répondre par écrit, ce qu'elle a fait à sa manière. Alors, des incompréhensions entre les générations, il y en a 1000 comme ça depuis qu'on est retourné à l'ère des hiéroglyphes, enfin des iconogrammes, des émojis, que les jeunes manient avec aisance et subtilité. Hein. Par exemple, une tête de mort, ça ne veut pas dire mort, ça veut dire je suis mort de rire. Voilà, ça, il faut le savoir, oui. Mais que les plus âgés utilisent au pied de la lettre. Hein. Un pouce levé, pour eux, ça veut dire super. Alors que pour les enfants, ça peut être pris comme de l'ironie. Ça peut être pris comme super, je m'en fiche. Bref, ça crée des milliers de quiproquos. Mais je crois que dans toute cette chaîne d'incompréhension, la clé, elle est entre Charlie et sa maman, justement. Charlie n'a pas voulu décrocher son téléphone, on l'a vu, il n'a pas voulu lui parler. Alors que c'est peut-être là, au téléphone, en parlant, que sa mère aurait pu exprimer toute la douceur attendue quand on annonce le décès ou la maladie d'un aïeul. Conclusion, pour ma génération Z là, qui regarde Arte, qui sait, si vous voulez que papa et maman mettent les formes, appelez-les. Et l'orthographe? Ben oui. Non mais juste, et des conversations, parce que c'est comme ça qu'il voilà, comme ça, il n'y aura pas de faute d'orthographe. Voilà. Et que de l'amour. Voilà, exactement, Bien sûr. Mieux. Ben voilà, c'est clair. Merci de votre fidélité, je vais me faire taper. À demain 20h05, tchuss.